Mon nom est Marie-Chantal Millette. J'espère que votre repas se déroule bien. Marie Dalpé et moi, on est tous les deux nés un 28 juillet, pas de la même année. Et avons tous les deux un talent inné, celui de prédire les tendances. Moi, les tendances couleurs et lui, les tendances économiques. Les pressions sur la classe moyenne et l'instabilité sociale en hausse depuis la crise de 2008 ont contribué à hausser le niveau d'inconfort des investisseurs. Il me fait donc plaisir de vous présenter Marc Dalpé, du groupe Dalpé-Millette, qui vous entretiendra sur le contexte politique et économique actuel et quelques grandes tendances à surveiller. Et je ne parle pas ici du vert lime, qui est la couleur de l'année en passant, si vous voulez commencer à l'incorporer à votre garde-robe. Je laisse donc le micro à Marc Dalpé. Merci. Bonne présentation. En 2016, le taux de fécondité aux États-Unis a atteint son plus bas niveau depuis 1909. Ça a fait dire à Bloomberg « Let's make America mate again ». Bonjour, c'est en 2009 que ce rendez-vous annuel a débuté. Nous en sommes déjà à la 9e édition. Il s'en est passé des choses depuis ce temps. Il s'en est passé pas mal aussi en 2016. Dalpé-Millette est heureux de vous accueillir encore cette année. Vous répondez à l'appel en grand nombre, comme à chaque année, et nous vous en remercions. Mon allocution de l'an dernier a traité des impacts du long processus de désendettement du monde occidental, des raisons qui expliquent la grande volatilité de notre dollar canadien depuis quelques années, du procès de l'Union monétaire européenne, du rajustement économique et social en cours en Chine, du système financier mondial en mutation et des risques de la pensée commune. Toutes nos présentations des dernières années sont disponibles en format vidéo sur notre site Internet dalpemillette.com. Celle-ci le sera également dans les prochains jours. Nous apprécions la générosité de nos clients qui nous réfèrent à leurs proches. Ces présentations sont pour ceux-ci un excellent outil d'introduction sur qui nous sommes. Les habitués de cette allocution annuelle savent que j'essaie à chaque année de dépasser le cadre de la lecture des événements du jour et d'apporter un éclairage à une perspective plus longue, tout en tentant de prévoir les tendances à moyen et long terme. C'est ce que l'on tentera de faire encore cette année. À pareille date l'an passé, lors de la période de questions de notre conférence, on m'a demandé ce que je croyais être la performance des portefeuilles, qu'est-ce que serait en 2016. Rappelons que les marchés boursiers venaient de reculer de 10 à 15 % du début de l'année à la mi-février 2016 et que le rendement de notre client type à ce moment de l'année 2016 était d'environ moins 8 %. J'ai alors prédit, avec témérité j'en conviens, que les marchés se rétabliraient et que notre client type ferait en 2016 un rendement similaire à celui de 2015, autour de 5 %. Ça prenait donc, pour y arriver, un rendement de quelques 13 % dans les derniers 10 mois et demi de l'année. Pas un mince revirement, en effet. Et en plus, je n'avais pas prédit que le Brexit, l'échec du référendum en Italie, un certain Trump et autres faits divers viendraient compliquer la réalisation de ma prédiction. La bonne nouvelle est que notre prévision de rendement s'est réalisée à 91 %, le rebond depuis la mi-février jusqu'à la fin de 2016 ayant été de presque 12 %. Comme disait Albert Einstein, la vie, c'est comme rouler à vélo. Pour garder son équilibre, il suffit de continuer d'avancer. Nous reviendrons sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis dans quelques minutes, mais rappelons que dans les 15 heures qui ont suivi la confirmation de sa victoire, le Dow Jones a connu un aller-retour de 11 % ou 2000 points. Bien entendu, les derniers 1100 points étaient dans la bonne direction, ce qui nous a tous laissé un arrière-goût agréable, mais il demeure tout de même que le marché a chuté de 5 % et peu après monté de 6 % sur la même nouvelle. Une journée dont le résultat a finalement été bon, mais qui cache l'ampleur des mouvements qui s'y sont passés. Ceci nous permet de constater que le problème avec les moyennes, c'est qu'elles ne sont pas toujours représentatives. Souvenez-vous de l'histoire du statisticien qui ne pouvait pas nager et qui s'est noyé en traversant une rivière qui n'avait qu'1 mètre de creux en moyenne. Les moyennes sont OK, mais ce sont les écarts à la moyenne qui nous rattrapent. Depuis 1928, la hausse annuelle moyenne de l'indice boursier Standard & Poor's aux États-Unis
a été de 7,4 %, donc 7,4 % depuis 1928. Mais voici le piège. Seulement 5 de ces 87 ans a-t-on vu le Standard & Poor's 500 progresser entre 5 et 10 %. Donc, seulement 6 % des années depuis la Grande Dépression ont produit ce que l'on considérerait être une année moyenne. On parle ici de plusieurs rivières profondes. Sur le long terme, le marché boursier a une tendance fortement haussière et le pouvoir de l'intérêt composé crée une grande richesse sur plusieurs décennies. Mais il ne faut pas s'attendre à un long fleuve tranquille et à voler allègrement autour de la moyenne. Nous mentionnions l'an dernier que le rendement des marchés boursiers mondiaux n'avait pas été très porteur depuis quelques années et que le jeu des devises expliquait une bonne partie des rendements mesurés en dollars canadiens de l'investisseur canadien. En 2016, l'indice boursier mondial Morgan Stanley, mesuré en devises locales, affiche une hausse de 5,3 %. Sur 2 ans, la hausse annualisée est de 1,2 %. Sur 3 ans, 1,3 %. Sur 10 ans, 1,7 %. Pas un grand vent d'eau pour aider son gestionnaire de portefeuille favori. En 2016, la hausse de valeur du dollar canadien a effacé plus de la moitié du rendement des placements étrangers. Par exemple, aux États-Unis, le Standard & Poor's 500 a progressé de 9,5 % en 2016, mais seulement de 6,5 % mesuré en dollars canadiens pour l'investisseur d'ici. C'est exactement le contraire de ce qui s'était produit en 2015, où la baisse de valeur du dollar canadien avait amplifié le rendement des placements à l'extérieur du Canada. La controversée campagne présidentielle américaine 2016 a atteint des bas en termes de décorum et de polarisation. Mais les deux candidats partageaient tout de même une idée, soit une vue négative de la globalisation, représentant un changement géopolitique et macroéconomique historique. N'oublions pas que les exportations ne comptent que 12 % de l'économie des États-Unis. En fait, l'économie domestique américaine est la principale du monde. Et, par conséquent, l'accès au marché américain est plus important pour les étrangers que l'accès au monde extérieur ne l'est pour les Américains. Un concept que Trump semble avoir compris et souhaite exploiter, en particulier dans ses relations avec la Chine. La belle relation de symbiose entre les États-Unis et la Chine est terminée. Le lien est rompu entre les emprunts du consommateur américain et la croissance du modèle d'exportation chinois. Aujourd'hui, la croissance en Chine est alimentée par son économie domestique, aidée par les stimuli gouvernementaux et l'emprunt en hausse, beaucoup plus que par ses exportations. Le problème est que cette situation, nous dit BCA Research, est susceptible de briser le quiproquo qui existe depuis 1979 entre les États-Unis et la Chine. La Chine a pu intégrer l'Organisation mondiale du commerce en 2001 avec l'appui des États-Unis et voir ses exportations exploser, en retour d'offrir son marché domestique au fur et à mesure qu'il s'enrichissait. Aujourd'hui, 45 % de la population de la Chine est de classe moyenne, ce qui fait potentiellement de la Chine le deuxième plus gros marché au monde. Si la Chine, pour protéger ses propres entreprises, décide de ne pas partager sa classe moyenne avec le reste du monde, celui-ci deviendra rapidement plus fermé. Mais revoyons, si vous voulez bien, tout ce concept de la globalisation, ses avantages, mais aussi ses inconvénients, et pourquoi on en parle autant ces temps-ci. George Friedman, un des experts en géopolitique que nous respectons le plus, nous rappelle le contexte qui a favorisé l'internationalisation au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et à l'aube de la guerre froide avec le bloc soviétique. Les États-Unis, représentant la principale puissance non communiste du monde, ont suivi une stratégie de confinement à l'égard de l'Union soviétique, couvrant un territoire allant du Japon jusqu'à la Norvège. Les États-Unis ont forgé une structure d'alliance dont le but était d'éviter les erreurs des années 30 ou à tout le moins contenir l'Union soviétique. Pour maintenir cette structure d'alliance, des économies vibrantes étaient nécessaires pour permettre aux Alliés d'avoir les ressources financières à dédier à leurs forces armées et pour démontrer au monde la supériorité du capitalisme américain. Le développement économique dépendait d'une coopération économique et d'échanges commerciaux de plus en plus libres.
les États-Unis poussèrent pour l'intégration européenne, la libéralisation des échanges commerciaux et pour la création d'organismes multinationaux comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La Deuxième Guerre mondiale avait révélé les dangers du nationalisme et la nécessité de la coopération internationale. Ce qui émergea fut un système internationaliste qui insista sur une intégration politique, militaire et économique plus grande. Avec la chute de l'Union soviétique, toutes les suppositions internationalistes semblaient validées. L'Occident avait défait les Soviétiques grâce à une supériorité militaire et un système économique meilleur, produit de l'intégration internationale. De 1991 à 2008, l'idéologie internationaliste devient l'orthodoxie mondiale. Plus grande serait l'interdépendance entre les pays, plus le bien commun serait grand et moins il y aurait de chances de conflit. Plus grande serait l'intégration, plus grande serait la prospérité. Plus la prospérité serait étendue à plus de nations, plus elle se comporterait en démocratie libérale et respecterait les droits humains. La crise de 2008 révéla clairement la faille structurelle du système d'interdépendance. Mais les manquements de ce système avaient déjà commencé à se manifester plusieurs années auparavant. Il est vrai que la globalisation peut améliorer le sort des gens dans son ensemble. Mais les gens ne vivent pas sur la moyenne. La situation de chacun est différente. Nous mettions en garde plutôt sur les risques de l'obsession sur la moyenne. La croissance économique qui tend à privilégier une classe et laisser les autres plus pauvres qu'avant crée inévitablement la fondation d'une crise politique. Ces problèmes n'étaient pas si visibles avant 2008, mais depuis ce temps, le déclin des bienfaits de l'internationalisation dans son ensemble a révélé le problème des classes et des nations. En 1939, dans le cadre de l'Exposition universelle de New York, la société américaine Westinghouse a enfoui 50 pieds sous terre une capsule temporelle à être ouverte seulement en l'année 6939, soit dans 5000 ans. Cette capsule, qui pèse 360 kilos, destinée aux humains du futur, contient une foule d'items divers, objets de tous les jours, métaux, tissus, plastiques, grains et engrais, extraits de littérature, d'art et de nouvelles d'actualité. Une sorte de chronique du début du 20e siècle aux États-Unis. En plus, cette capsule contient 3 courts textes de personnalités influentes, dont un d'Albert Einstein. Il y décrit les avancées technologiques récentes en 1939, en transport, en production d'énergie et en communication. Toutefois, il émet un commentaire à l'effet que la production et la distribution des biens est désorganisée et inégale au point que les gens sont à risque d'être éliminés par le cycle économique. Et il émet le souhait que les humains du futur pourront être fiers d'avoir solutionné ce problème d'inégalité. On voit bien que ce n'est pas d'hier que le progrès humain n'est pas réparti équitablement. Pour qu'un des très grands génies du monde choisisse de consacrer plus de la moitié de son texte à ce sujet, montre bien sa grande importance. Espérons que les 4922 ans qui restent, avant d'ouvrir la capsule, seront meilleurs à ce chapitre que les derniers 78. Il a été mis en lumière qu'avec l'interdépendance et l'intégration, les nations individuelles avaient perdu le contrôle de leur destinée. Un système impersonnel qui semblait sans contrôle déterminait le sort des nations et leur population. 2008 ne fit que révéler les failles sous-jacentes à la position internationaliste. Il généra en plus également une contre-attaque nationaliste. On en est au début de ce phénomène. La croissance des exportations mondiales a ralenti considérablement ces dernières années, reflétant la fin du super-cycle des ressources naturelles, le plateau atteint en Asie émergent dans son industrialisation et les changements dans les tendances de consommation. Ces ajustements ont créé des tensions pour plusieurs économies, provoquant un ralentissement de croissance et incitant des dévaluations de devises. Mais en plus, ce qui est davantage préoccupant, c'est que ce phénomène a motivé des pressions populistes montantes sur les politiciens dans plusieurs économies avancées pour limiter avec force le commerce mondial.
MRB Partners nous rappelle que les pays ont forgé des ententes commerciales au cours des dernières décennies. Celles-ci ont été très productives pour leurs économies, vues dans leur ensemble, tant en termes de croissance de leur économie, de baisse de l'inflation et de taux d'intérêt bas. Par contre, les gains dans les pays développés ont été hautement concentrés auprès des détenteurs de capital et des travailleurs spécialisés. La main-d'œuvre sous-éduquée et les travailleurs réguliers ont été forcés de compétitionner avec les travailleurs à bas coût des pays en développement. Les politiciens n'ont pas su prévoir l'étendue du déplacement de la main-d'œuvre qui se produirait inévitablement et l'inhabilité des travailleurs à migrer vers d'autres industries. L'ouverture au commerce mondial était appropriée, mais le processus requis pour gérer efficacement la redistribution des gains et la rééducation de la main-d'œuvre a été très déficient. Cette négligence alimente aujourd'hui l'insatisfaction et l'agitation sociale et menace les fondations de plusieurs pays développés en ce que les électeurs se révoltent et poussent pour des changements radicaux de politique. Le commerce mondial a été supporté depuis plus de 2 siècles par les avancées dans le transport, en particulier maritime et ferroviaire, et les communications. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, divers accords internationaux ont aussi contribué à cet essor. Les exportations mondiales sont passées de 13 % de l'économie mondiale en 1970 à 28 % aujourd'hui. Le fondement des bienfaits de la mondialisation sont connus depuis longtemps et ne font pas l'objet de débats. Collectivement, des gains sont obtenus si chaque nation produit les biens et services pour lesquels elle a un avantage compétitif et obtient les autres via le commerce avec les autres nations. Les Canadiens vendent des ressources naturelles à la Chine et utilisent la richesse obtenue pour acheter des souliers made in China à bas coût. C'est en résumé le concept général. Une nation qui s'ouvre au commerce mondial permet à ses entreprises un accès très élargi à son potentiel de clients. Par contre, elle expose également ses compagnies locales à beaucoup plus de compétition. Celles qui survivent deviennent plus fortes, mais celles qui ne disposent pas d'un avantage concurrentiel sont typiquement incapables de concurrencer dans l'aréna mondial et meurent. En général, les entreprises, dans les économies développées, qui dépendent d'une main-d'œuvre peu qualifiée, ne peuvent concurrencer leurs équivalents dans les marchés en développement. Les marchés émergents ont une grande abondance de travailleurs peu qualifiés, ce qui réduit les coûts du secteur manufacturier, à haut contenu manuel, ainsi que ceux du domaine de l'assemblage. Cet avantage concurrentiel a permis à l'Asie émergente et au Mexique de développer une infrastructure manufacturière au détriment des emplois dans le monde développé. La globalisation est loin d'être la seule cause de ce phénomène de perte d'emploi, ni même la principale, les avancées technologiques arrivant au premier rang. Mais les ententes commerciales liées à la globalisation depuis quelques 20 ans ont certes contribué à l'amplifier. Ceci n'est pas étranger au fait que la recherche académique démontre que la mondialisation est la moins populaire dans les pays développés ayant le niveau d'éducation le plus faible. L'autre côté de la médaille est que les consommateurs des pays développés et les entreprises qui font fabriquer leurs produits ailleurs ont obtenu des prix plus bas grâce au commerce international. Ceci a libéré du revenu discrétionnaire et aussi les bénéfices des entreprises. Comme nous le mentionnions plus tôt, les ouvriers laissés en plan par les entreprises non compétitives n'ont pu se trouver de travail ailleurs par manque d'éducation ou d'habiletés spécialisées. Et les gains financiers de la globalisation accélérée ont été concentrés dans peu de mains en Occident et certainement pas dans celles des ouvriers qui en auraient eu besoin. Ceci a contribué à une détérioration de l'égalité des revenus et de la richesse et aux pressions sur les politiciens de s'y adresser en renversant la vapeur de l'internationalisation. Malgré tout cela, l'augmentation de la globalisation a, selon MRB Partners, été l'objet d'un blâme exagéré pour la perte d'emploi parmi les ouvriers sous-éduqués et peu spécialisés dans les pays développés. Cette critique a surtout été plus virulente dans le contexte des années 2000-2007, période au cours de laquelle, en effet, la progression de la concurrence internationale dans le secteur manufacturier s'est intensifiée. Mais si l'on prend une vue plus big picture, les avancées technologiques ont joué le rôle dominant au cours des derniers quelques 40 ans.
Ce point est critique en ce que les politiciens sont susceptibles d'adopter des mesures désastreuses s'ils ne réalisent pas l'impact passé et futur des avancées technologiques sur l'emploi. La perte d'emploi liée aux innovations technologiques ne fait que commencer. À date, la cible a surtout été concentrée dans le secteur manufacturier. On estime que pour un emploi perdu dans le secteur manufacturier aux États-Unis à cause du commerce mondial, 8 ont été perdus à cause de l'automatisation. Aux États-Unis, le record d'emploi dans le secteur manufacturier remonte à 1979. Il y a de ça 37 ans. Mais très rapidement, ce phénomène s'en vient dans le domaine des services également. Et même les emplois des ouvriers éduqués et spécialisés sont menacés. Les emplois perdus à cause des progrès technologiques sont perdus à jamais. Il n'est pas pratique, ni même souhaitable, de limiter l'adoption de nouvelles technologies dans une économie pour prévenir cette tendance. Au lieu, la seule défense est de développer un secteur de l'emploi éduqué, mais surtout flexible, qui s'adapte plus rapidement aux nouvelles industries au fur et à mesure que les désuètes disparaissent. Les politiciens parlent plus de guerre de tarifs et de dévaluation de devises que d'éducation. Ceci n'est pas très encourageant. Les importations peu dispendieuses des pays à bas salaire, en particulier de la Chine, ont été blâmées pour les déboires du secteur manufacturier et les pertes d'emplois aux États-Unis. Il y a sûrement un peu de vrai là-dedans. Néanmoins, les pertes d'emplois attribuées à l'augmentation du commerce international ont été grandement exagérées. Les importations d'Asie ont certes augmenté depuis une vingtaine d'années, mais pas en pourcentage de la consommation aux États-Unis ou en Europe. 40 des importations américaines proviennent d'Asie, le même ratio qu'il y avait 20 ans. La Chine a vu sa part augmenter, alors que les autres pays d'Asie ont vu la leur diminuer. La révolution technologique a débuté au début des années 50, mais s'est accélérée avec l'introduction des ordinateurs personnels dans les années 70 et avec l'arrivée de l'Internet dans les années 90. Sans oublier l'adoption accélérée dans les années 70 du transport par conteneur qui a complètement révolutionné l'industrie du transport et de la logistique. Les jours où des milliers de travailleurs portuaires s'affairaient à déplacer le matériel arrivant en bateau sont terminés. Ils ont été remplacés par des grues gigantesques qui déplacent des conteneurs des bateaux vers les trains ou les camions. Les avancées technologiques se sont poursuivies à un rythme effréné, avec comme résultat des changements importants dans toutes les pratiques d'affaires. Ceci a eu un profond impact sur les tendances du marché du travail, une considération souvent peu reconnue par les politiciens. Ces changements technologiques ont rendu les manufacturiers plus productifs. La productivité manufacturière aux États-Unis est aujourd'hui 2,5 fois plus grande qu'il y a 30 ans. Les ouvriers manufacturiers produisent aujourd'hui 60 de plus par heure travaillée qu'au début des années 2000, alors que la production totale est au même niveau. Donc, ça prend moins de travailleurs aujourd'hui qu'auparavant, d'où les pertes d'emplois. Les entreprises manufacturières sont devenues des sociétés high-tech. On y met à pied des ouvriers et on engage des ingénieurs en logiciel et des analystes de data. Et on commence à voir le même phénomène dans le secteur des services. La technologie a presque éliminé le besoin d'opératrices téléphoniques. La livraison de courrier ne cesse de diminuer. Le personnel des stations-service, des épiceries, des pharmacies, des dépanneurs ne cesse de baisser. Agents de voyage et tout le secteur du détail avec les Amazon de ce monde. Google vient d'annoncer que sa technologie nommée Waymo, il y a quelques années à peine considérée comme un long shot, sera prête d'ici 5 ans à révolutionner la façon que les gens se déplacent. Bientôt, le métier de chauffeur de taxi, d'autobus et de camion disparaîtra. En fait, l'impact de la technologie sur les emplois de services ne fait que commencer. Je lisais récemment une étude qui annonçait la perte de quelque 40 des emplois de services dans le monde au cours des 25 prochaines années. Entre autres, en raison des avancées en matière d'intelligence artificielle, d'impression 3D et de réalité virtuelle. Cette tendance ne devrait pas nous surprendre. C'est celle qu'a connue le secteur agricole au cours du 19e, mais surtout du 20e siècle, avec une production en hausse et des emplois en forte baisse, grâce à l'amélioration de la productivité suite aux progrès technologiques.
Le commerce et son compagnon, l'investissement, ne sont que les instruments pour distribuer plus efficacement les effets de la technologie. Ceci continuerait même sans accords commerciaux, quoique moins efficacement. Le processus de création destructive qu'amènent les transformations technologiques a été bien absorbé dans le passé, alors que les économies progressaient à un rythme accéléré et généraient suffisamment d'emplois de remplacement pour ceux qui perdaient les leurs. Mais les troubles sont apparus depuis que les économies occidentales roulent au ralenti, à la moitié environ de ce qui serait nécessaire pour que l'ajustement à la technologie se fasse sans trop de heurts. Le président de General Electric disait récemment que le débat politique sur les emplois du secteur manufacturier manquait la cible. Le manufacturier a déjà commencé à revenir aux États-Unis, ainsi que les emplois, mais pas en le même nombre que dans le passé. La technologie en robotique et l'intelligence artificielle et les énormes retombées en termes de productivité vont réduire les besoins de la globalisation et ramener la production plus près du client final. En conclusion, comment faites-vous pour augmenter d'1 million de dollars le revenu moyen de toutes les personnes dans un bar? C'est simple, faites-y entrer Bill Gates. Dès que Bill Gates entre dans un bar, la richesse moyenne de tous présents augmente énormément. Le problème est que dans le monde actuel, où les écarts de revenus et de richesse sont si grands, la moyenne n'est plus une statistique représentative. Les économistes conventionnels et les politiciens qui s'y fient font des erreurs de jugement importantes. Leur modèle présume que les données économiques globales sont des statistiques représentatives de la majorité de la population. Malheureusement, de nos jours, elles ne le sont pas. Et ils s'en rendent compte quand un groupe de la population qui était caché par les statistiques moyennes devient assez nombreux pour faire changer les choses. On commence à voir ce phénomène un peu partout dans les pays occidentaux où le populisme prend de plus en plus d'ampleur. Les forces qui produisent l'instabilité politique à travers les pays développés demeurent en place au moment où plusieurs élections critiques seront disputées prochainement, en Europe en particulier. Comment les nouveaux gouvernements parviendront à calmer ou au contraire à stimuler l'instabilité sociale sera important à considérer pour les stratégies d'investissement. Plutôt qu'adresser la racine du problème, la plupart des pays menacent d'adopter des politiques économiques d'isolation ou des stratégies de croissance insoutenables. Le modèle économique de plusieurs pays sera appelé à être revisé au cours des prochaines années, en lien avec l'évolution du contexte de la dernière décennie. Winston Churchill nous rappelait que, aussi magnifique que la stratégie soit, on devrait à l'occasion en regarder les résultats. À suivre. Merci de votre attention et pour votre confiance.